Bonsoir à tous. Et merci d'être là pour ce nouveau webinaire de l'AJG co-organisé cette année avec le REGIF, donc le réseau des jeunes infectiologues. On a choisi en concertation de prendre des sujets un petit peu pratico-pratiques du quotidien, et notamment des questions compliquées, c'est-à-dire les infections complexes, et on va se baser sur l'exemple de l'endocardite infectieuse. La problématique des voies d'abord et notamment l'antibiothérapie en voie sous-cutanée. Et puis la thématique vaccinale qui nous interroge comme toujours, notamment suite à cette grande pandémie. Avant d'attaquer avec nos trois orateurs, je vais juste faire un petit point sur les actualités de l'association et vous inviter bien évidemment à notre future journée qui aura lieu le 9 juin à Nantes. Il y a encore des places disponibles. On en profitera aussi pour faire notre assemblée générale. Vous avez toutes les infos possibles sur le site de l'association des jeunes gériatres. Et je vous montre juste le programme, je ne vais pas tout détailler, mais pour dire qu'on va faire 3 sessions thématiques principales, l'oncogériatrie, cardiogériatrie et confusion, avec une conférence d'ouverture sur la thématique en fait de la bande dessinée sur la promotion de la gériatrie que l'on vient de terminer et qui sera donc l'occasion à cette journée de faire le lancement de notre BD. Voilà. La deuxième actualité, c'est la journée des docteurs juniors de gériatrie qui aura lieu le 19 juin à Paris, hôpital Saint-Antoine. Si vous avez des docteurs juniors, n'hésitez pas à leur en parler et à leur dire de s'inscrire. Et s'ils ont des questions, pareil, qu'ils aillent voir sur notre site ou sur le site de l'ANAIG avec qui on co-organise cette journée. Et puis, bien sûr, avec le Collège national des enseignants de gériatrie, mais eux, à ma connaissance, ils n'ont pas de site internet. Et enfin, voilà, je voulais juste vous montrer un petit aperçu de notre futur BD. Voilà, donc rendez-vous le 9 juin pour en savoir plus. Et à partir de cette date, vous aurez aussi les informations sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Je te laisse la parole, Cyprien. Merci Nathalie. Alors moi, je vais faire la promotion de l'infectiologie, même si j'ai mon corps d'appartenance à la gériatrie. Alors moi, je suis basé sur Grenoble. Je suis médecin gériatre aux urgences actuellement, mais avec une part en lien avec la SPIF et le groupe du Ginger, pour qui je représente aussi avec l'activité bon usage et vaccination. Je tiens aussi à vous dire que Grenoble sera l'occasion aussi d'une rencontre avec les jeunes infectiologues et les infectiologues aguerris au cours de ces 24e journées des JNI. Donc, ce sera avec grand plaisir on vous accueille les infectiologues et les gériatres dans cette sublime ville qui est Grenoble. Vous avez vu, vous avez la belle donne en fond à travers les œufs qui vous mèneront à la Bastille pour la belle soirée. Donc, on vous encourage à participer à ces JNI. La promotion également via les réseaux sociaux de nos deux associations, via les jeunes gériatres et le REGIF. Peut-être Léo pourra en dire quelques mots en tant que membre actif de cette association. Donc, les jeunes gériatres se sont emparés des réseaux sociaux avec Facebook et pour promouvoir cette belle spécialité. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir partager avec les collègues et les confrères et de pouvoir réagir sur cette thématique hybride d'infectieux gériatrie qui se développe de plus en plus dans les centres hospitalo-universitaires et périphériques et qui va, je l'espère, aider via ce webinaire pour prendre des bonnes décisions dans un parcours de soins complexe de nos sujets âgés, pas toujours évident, notamment lorsqu'on les voit aux urgences, chose que je vois quotidiennement. Et il est important de diffuser la bonne culture, et à la fois gériatrique et infectiologique, avec un bon usage permanent, et ça nécessite toujours de se réactualiser. Donc, les réseaux sociaux sont un bon moyen, à mon sens, de pouvoir transmettre ceci. Et on va pouvoir attaquer à présent avec Léo Sava, qui est donc notre chef de clinique en infectiologie, pour ce premier topo sur les infections complexes et endocardites. Léo, je te laisse la parole pour pouvoir présenter le REGIF et ton travail. Tu as 20 minutes. Super, merci. Voilà, une petite introduction pour nous présenter en tant que jeunes infectiologues. Donc, en fait, on brasse maintenant même les nouveaux internes du desk d'infectiologie qui est à part.
On compte plus de 500 membres officiels et un groupe Facebook assez actif avec 1500 membres. Et nos objectifs sont multiples. C'est de fédérer notamment les infectiologues qui sont en formation, de favoriser l'accès justement au congrès qui a été présenté juste avant, pardon, et d'organiser des sessions spécifiques, de promouvoir la formation et la recherche via des bourses et du fait de notre spécialité, favoriser la mobilité pour découvrir toutes les pathologies tropicales possibles. On a un site internet aussi qui est propre, qu'on vient de remettre à jour. Donc n'hésitez pas à naviguer dessus pour voir nos actualités et nos différentes rubriques. Et comme ça a été présenté juste avant, donc c'est parfait. On a différents comptes. On s'est lancé dans Instagram récemment grâce à Guillaume Tizy et on essaie de relancer le compte Twitter avec un compte Facebook qui est bien actif lui. Donc je vais attaquer pour la suite. Hop. Donc l'endocardite infectieuse gériatrie, comment l'aborder? Je m'étais basé un petit peu sur ma pratique ayant fait ma thèse d'exercice sur l'endocardite infectieuse et je me suis dit je vais quand même me challenger en regardant un petit peu ce qui s'était passé et je me suis dit bon bah pour le topo de ce soir je vais utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider. Donc j'ai lancé un PowerPoint sur les nouvelles plateformes que vous pouvez avoir sur Internet pour essayer de voir si ça pouvait m'aider, en tout cas ce qu'il en ressortait. Et on voyait effectivement que ça restait assez vague, hein. On avait des signes cliniques avec fièvre, fatigue, malaise qui étaient décrits dans ce contexte. Bien sûr, les hémocultures qui ressortaient toujours pour les tests au laboratoire et l'échographie indispensable et toujours solliciter, enfin toujours, on va en discuter, mais envisager de réaliser des examens complémentaires pour détecter des emboles, mais c'est pas aussi simple que ça. Et donc, l'intelligence artificielle, elle m'avait proposé un nuage de mots qu'on voit très compliqué, qui est tout à l'image de l'endocardite infectieuse, avec effectivement différents pathogènes, des prises en charge avec des antibiotiques différentes, une approche médicale, chirurgicale, mais surtout maintenant on le voit pluridisciplinaire. Et donc, c'est l'enjeu de ce topo, c'est de voir comment on peut y aller étape par étape pour arriver à dissocier les bons éléments de prise en charge. Donc le plan que je proposais, c'était revenir un petit peu sur cette infection complexe, refaire un point très succinct sans m'attarder sur les antibiothérapies qui sont accessibles à tout le monde, sur les recommandations, se poser toujours cette question des scores qui sont utilisés à visée diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait actuellement en 2023 pour la prise en charge des endocardites infectieuses? M'orienter toujours de façon globale, mais un peu plus spécifiquement sur la prise en charge en gériatrie. Voilà, pour aboutir à la conclusion. Et donc, quand j'ai préparé ce topo, il m'est revenu une patiente que j'avais vue en consultation qui illustre totalement cette prise en charge gériatrique compliquée avec cette patiente Christiane qui a 89 ans, des antécédents multiples et on voit qu'elle a déjà eu des chirurgies avec du matériel qui est mis en place qui peut faire le relais d'infections chroniques. Elle a une PTH, un pacemaker, un TAVI qui a été posé en 2022 et on l'a adressé à la RCP à notre avis pour fièvre, hémoculture positif à Biotropha defectiva et à l'ETT directement un diagnostic d'abcès du trigone mitro-aortique. Et donc là, en découle toutes les questions qu'on peut se poser pour quelqu'un qui a 89 ans, qui avait un mode de vie qui était plutôt sédentaire, avec déjà des aides à domicile. Jusqu'où va-t-on? Faut-il vraiment faire le TO et l'embêter avec cette procédure? La chirurgie, qu'est-ce qu'on fait ensuite si on ne fait pas de chirurgie? Faut-il une antibiothérapie suppressive? Donc, c'est toutes ces questions auxquelles on est confronté et je vais essayer d'y répondre progressivement. Donc, en introduction, bref, c'est pour rappeler qu'effectivement, les chiffres diffèrent dans la littérature, mais on est quand même à 15 à 30% de mortalité à un an en pronostic, que le staphylocoque a émergé clairement en termes de pathogènes imputés dans les pays développés en première cause d'endocardite infectieuse, qu'on a des bactériémies qui sont effectivement associées, et en fonction de la littérature, on a quand même un taux qui est assez faible, hein, parfois seulement 20%, 10 à 20% des cas, que ce ne sont pas forcément des patients qui ont déjà eu des valvulopathies qui font des endocardites infectieuses, hein.
On ne retrouve pas de facteur de risque d'endocardite pour 40% des patients. Et on a tendance à vite vouloir enchaîner sur une antibiothérapie dès qu'on a suspecté une endocardite. Mais parfois, il faut savoir prendre le temps, surtout si on a une infection latente avec une histoire qui évolue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, sans critères de gravité, pour bien documenter avant d'engager une antibiothérapie. Et nous, en tant qu'infectiologues, c'est vrai que depuis longtemps, on se base sur des recommandations qui ont été actualisées plus récemment, les fameuses recommandations ESC 2015, avec les critères de Duc qu'on va voir qu'on va être obligé d'adapter au cas par cas. Donc cette infection, elle est complexe du fait de son pronostic, des méthodes diagnostiques possibles, les hémocultures. On a aussi les sérologies spécifiques dans le cadre d'endocardite à hémoculture négative. On a un panel d'examens complémentaires ETT, ETO, scanner cardiaque, TEP scanner, des traitements probabilistes à adapter en fonction des comorbidités, l'insuffisance rénale, du germe, de la CMI, des durées d'antibiothérapie qui ne sont pas tout le temps les mêmes en fonction et des modalités d'administration qui évoluent avec des relais Péros qui sont réalisés dans certains cas et un suivi qui est aussi complexe car peu réalisé avec une nécessité quand même d'être vigilant du fait de risque de récidive dans les premières années. Donc, brièvement, c'est vraiment ma seule diapositive sur le l'ESC, enfin il y en a deux. Qu'est-ce que ça a apporté en 2015? Et c'est là-dessus que je vais glisser, c'est la mise en place et la recommandation de mettre des centres de référence, des endocarditis teams, donc vraiment des équipes qui travaillent main dans la main, cardiologues, infectiologues, biologistes, chirurgiens cardiaques, et après radiologues, neurologues, en fonction des atteintes qui sont présentes. La place du TEP scanner qui a été vraiment mis en avant sur ces recommandations et confirmé après dans d'autres études, mais avec des limites, toujours, de cette vision européenne, mais orientée par ces recommandations, avec parfois des antibiothérapies originales qui ressortaient, notamment le Bactrim dans ces recommandations, des rythmes d'administration de certains antibiotiques qui ne correspondaient pas aux nos pratiques françaises, et des posologies aussi recommandées sur certains traitements qui ne correspondaient pas non plus à ce qu'on faisait en France. Donc des recommandations qui nous ont beaucoup aidés, mais qui sont bien sûr adaptées au contexte français et à nos habitudes de prescription d'antibiothérapie. Donc on avait aussi notamment la rifampicine qui fait toujours débat sur son indication sur les valves prothétiques. Effectivement, c'est toujours recommandé, mais est-ce qu'il faut attendre, pas attendre? Il faut être sûr qu'il n'y ait plus un inoculum qui risque de faire émerger des résistances. Et est-ce que chez la personne âgée notamment, avec des risques d'interaction importants, est-ce qu'on peut se permettre de le faire systématiquement ou est-ce que déjà il faut réfléchir à ce dogme de la rifampicine pour lutter contre le biofilm? Il y a la gentamicine, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais effectivement, qu'on essaie de limiter au maximum du fait de la néphrotoxicité associée et qu'on recommande maintenant en dose unique journalière dans certains cas. L'adaptomycine qui a émergé et qu'on recommande de plus en plus pour s'affranchir de ce risque de néphrotoxicité, même s'il y a certaines modalités d'administration avec le risque de rhabdomyolyse, notamment en cas de coprescription avec les statines à surveiller, et toujours à des doses qui sont fortes, qui ne sont pas celles qui sont sur le Vidal, à 8 à 10 mg kg jour, et en association au début si possible. Donc, ces recommandations, vous voyez déjà, la SPIF, la Société d'infectiologie, se sont emparés pour essayer de les adapter à nos pratiques françaises. Et là, j'enchaîne directement sur les diagnostics qui nous permettent de prendre en charge ces endocardites, qui sont, peut-être vous avez vu et utilisé, les scores prédictifs pour savoir si effectivement on est quasiment sûr d'avoir une endocardite, avec des scores Virsta, Predict, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qu'on a voulu comparer aux critères de Duc modifiés parce qu'on sentait déjà que ces critères de Duc n'étaient pas suffisants pour permettre des diagnostics sûrs et qu'il fallait s'adapter au cas par cas. Et dans ces études, là, l'étude que je cite, on avait 477 bactériémies à staphylocoque, peu de valves prothétiques, des implants cardiaques dans 11% des cas, donc un patient sur 10,
Et on voyait que le TT était quasiment systématiquement réalisé pour 87% des patients, mais le TO, déjà, on était seulement à 42%, et on avait au final que 87 patients, soit 18%, qui avaient une endocardite. Et le score VISTA, il concluait qu'en fait, il y avait une meilleure valeur prédictive négative, mais en valeur prédictive positive, on n'était pas encore euh, totalement sûr de nous et qu'il fallait faire attention à ces scores prédictifs. Donc, l'incertitude diagnostique, elle est toujours palpable dans l'endocardite infectieuse dès que malheureusement on n'a pas des éléments clairs comme une végétation avec une bactériémie qui persiste. Et donc, il faut rapidement envisager une ETT en cas de bactériémie à Staphylococcus aureus. Et si on a cette ETT qui est en généralement facilement accessible dans les jours suivants, si arrive à bien échanger avec le cardiologue, il faut toujours se reposer la question d'en faire une ou d'aller à une ETO. Si on a une bactériémie persistante, si effectivement on revoit des hémocultures qui deviennent positives à distance du début du traitement, si on a une porte d'entrée qui est inconnue, avec des personnes qui éventuellement ont des injections de drogue, un matériel intracardiaque, ce qui est de plus en plus le cas, surtout pour votre population en gériatrie, avec les pacemakers, les défibrillateurs. Donc là, il faut vite aller soit sur le TO, soit sur un TEP scanner. Les emboles, si on a une suspicion d'embole, bien sûr, il faut traiter comme une endocardite. Les méningites, qui sont rares, mais qui sont associées à une probabilité d'endocardite infectieuse de 70% dans les cas où on a des bactériémies associées. Et ces fameux scores, mais on n'en est pas très sûr, d'où le point d'interrogation. Donc, on reste prudent. Moi, je dirais qu'il faut toujours aller rapidement sur une ETT dès qu'on a un doute, mais il ne faut pas se rassurer sur une ETT normale. L'imagerie, qui était assez aussi recommandée il y a encore 5 à 10 ans, scanner TAP injecté pour tout le monde dès qu'on suspectait fortement une endocardite infectieuse. Maintenant, on s'aperçoit qu'on essaye de moduler en fonction de chaque présentation et notamment l'IRM cérébral qu'on utilise de plus en plus parce que plus accessible, qui est indiqué si on doute sur notre diagnostic, qu'on n'est pas sûr que c'est une endocardite infectieuse, parce que derrière, effectivement, la sanction, c'est 4 semaines de traitement, parfois intraveineux, avec toutes les complications que ça peut apporter. Si effectivement on a des symptômes neurologiques ou des patients graves, on sait qu'il faut qu'on aille vite et peut-être jusqu'à une chirurgie cardiaque en urgence. Là, il faut se poser la question de l'IRM cérébral. Et si le chirurgien vasculaire, il a besoin d'arguments supplémentaires pour indiquer sa chirurgie valvulaire, avec notamment la présence d'emboles cérébraux, et qui permet d'éviter des contre-indications telles que des hématomes cérébraux. Et il y a cette fameuse gestion des anticoagulants, des patients qui ont souvent des troubles du rythme avec une indication en une anticoagulation au long cours. L'IRM cérébral peut nous aider aussi à mieux gérer ces traitements et à se poser les bonnes questions. L'imagerie corporelle, comme je disais en préambule, maintenant, on la recommande pas systématiquement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des risques d'insuffisance rénale aiguë qui ont été démontrés post-injection d'iode notamment. Et donc, c'est vrai que si on a un diagnostic sûr d'endocardite sans argument pour un embole qui pourrait changer la prise en charge, est-ce qu'on a vraiment une utilité à faire un scanner systématique? Moi, je pense que non. Donc, c'est toujours à moduler en fonction de la clinique et de la gravité avec des patients graves qui nécessiteront une prise en charge adaptée. Et enfin, le TEP scanner est de plus en plus recommandé. On a vu qu'il y avait des modifications diagnostiques, notamment sur une étude avec des changements de prise en charge notables, mais je dirais que ça reste quand même à cantonner à certains patients, notamment des patients qui ont des valvulopathies préexistantes avec notamment des valves cardiaques qui ont déjà été installées, et on sait que l'échographie cardiaque risque d'être limitée dans son apport diagnostique avec notamment un risque de faux négatif sur son analyse. Et là, en préparant ce topo, je me suis aperçu qu'ils avaient sorti un papier début mai de 2023 sur une incitation à revoir les critères majeurs et mineurs des critères de Duc, en mettant toujours en place dans les critères majeurs le scanner cardiaque, le TEP scanner, surtout si la chirurgie date de plus de 3 mois, du fait du risque d'une fixation qu'on ne saura pas interpréter si elle est trop précoce par rapport à la chirurgie, et le rajout de la chirurgie en tant que critère majeur, même si vous avez une hémorragie cardiaque qui était rassurante ou une histopathologie négative, et si le chirurgien vous dit qu'il y avait
de forts arguments pour une infection, effectivement avec du plus qui s'entend, il faut le prendre comme un critère majeur. Et ils ont rajouté des critères mineurs qui sont évidents, c'est les prédispositions avec du matériel endovasculaire déjà préexistant, la présence d'abcès cérébraux spléniques, la glomérulonéphrite qui était déjà présente, les PCR spécifiques et ce TEP scanner qui sera en critère mineur s'il est réalisé à moins de 3 mois de la chirurgie cardiaque. Et donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, ces recommandations, elles doivent être adaptées régulièrement. On ne peut pas se permettre d'attendre 8 ans avant de se rebousculer sur nos dogmes de diagnostic. Donc, c'est l'intérêt de la RCP endocardite et je vais en venir dessus après. Donc, les critères de choix de l'antibiothérapie d'endocardite, c'est vrai qu'on a tendance à cibler un spectre le plus étroit possible en fonction de la tolérance et des contre-indications qui vont être mises en évidence, des expositions antérieures aux antibiotiques en fonction et des antécédents du patient afin de permettre un traitement le plus efficace possible avec des posologies maximales d'antibiothérapie. L'amoxicilline, on va aller jusqu'à 12 grammes par jour, ce qui est les doses maximales qu'on recommande en général, et des risques associés de cristallurie pour permettre une diffusion sur les valves cardiaques optimale. Le traitement empirique des endocardites, juste pour faire un point, si vous pouvez avoir le temps de ne pas la lancer tout de suite, tant mieux. Il faut toujours temporiser, essayer de faire 3 paires d'hémoculture pour optimiser son apport diagnostique sur les paires d'hémoculture, de rechercher des sites secondaires et éventuellement de faire des prélèvements, spondylodycite, abcès du psoas. Mais si vous n'avez pas le choix que c'est un patient grave, voilà, les recommandations sont avec une situation de gravité, sont de proposer l'amoxicilline, la cloxacilline ou céphazoline, je ne l'ai pas rajouté, mais c'est vrai qu'on s'est adapté depuis ces recommandations, et éventuellement la gentamicine en cas de choc septique, avec une décision qui doit être multidisciplinaire. N'hésitez pas à appeler effectivement l'infectiologue pour en discuter avec vous et lancer la filière courte avec le cardiologue, le chirurgien cardiaque, pour essayer d'aller très vite sur les jours suivants et d'éviter de prendre du retard, une semaine de retard, 10 jours de retard. Donc, ça m'amène à l'endocarditis team, qui est en fait une équipe qui est composée en fonction des CHU, des CH qui peut être très différente. On essaie quand même d'avoir l'infectiologue, le cardiologue, le chirurgien cardiaque, spécialiste d'imagerie, éventuellement un pharmacien, bactériologue aussi, c'est très important. Gériade, j'ai mis point d'interrogation, c'est vrai que il n'y en a pas à nous, à notre CHU, mais j'ai appris que dans d'autres endroits, c'était le cas, pour avoir une approche globale et pouvoir échanger. Et on sait que cette équipe endocardite, elle est compliquée à mettre en place, mais il faut prendre le temps, bien échanger. Et c'est vrai que ce temps pris au début pour l'implémenter, ça va vous permettre de gagner du temps après avec un réseau court qui va permettre d'échanger, d'avoir le TT rapidement, de faire des diagnostics plus facilement, de diminuer les erreurs de prise en charge à certains moments, des patients qui arrivent très graves et pour lesquels on ne peut pas se permettre de prendre 2-3 jours de retard, améliorer l'accès à la chirurgie. C'est toujours mieux d'avoir chirurgien directement et d'avoir échangé avec lui physiquement et de diminuer la mortalité intra-hospitalière, c'est une évidence, en contribuant à la communication entre acteurs. Donc là, l'exemple à Clermont-Ferrand, c'est qu'effectivement, on a pu intégrer le bactériologue, bactériémie. On a pu, à chaque patient qui avait une suspicion d'endocardite, faire une relecture systématique de l'échographie pendant la RCP, avec plusieurs cardiologues qui pouvaient échanger entre eux, définir entre infectiologues une antibiothérapie spécifique, voire suppressive après, sans repasser par un staff ensuite, discussion en direct avec les chirurgiens, et on a un radiologue qui est quasiment systématiquement présent, qui permet de relire les images quand on a un doute, qu'on a un nouvel élément qu'on n'avait pas discuté sur un scanner qui est daté il y a 10 jours, et on peut le voir directement avec lui, et on décide à ce moment-là d'un suivi spécifique par ETT, ETO, et une consultation avec un infectiologue pour être sûr que ce patient après ne va pas disparaître dans la nature. Donc les durées de traitement, je vais peut-être passer, mais juste pour vous montrer que sur prothèse, on peut aller jusqu'à 6 semaines. Sur valve native, on va de 2 à 6 semaines en fonction des antibiotiques. Et en cas de chirurgie cardiaque en cours de traitement, il est vrai qu'il faut se baser sur la culture de la valve
pour décider du J0 de l'antibiothérapie efficace avec une durée minimale de traitement post-opératoire qui sera de 14 jours. Donc, les réflexes adaptation antibiothérapie, je ne vais pas trop empiéter sur le topo suivant, mais juste pour vous dire que, comme toujours, on se pose la question de la diffusion qu'on attend d'antibiothérapie sur site infecté, qui, dans le cas de l'endocardie, doit être maximale. En s'aidant du CJPR en cas d'insuffisance rénale, même si c'est vrai qu'on a tendance de faire des fortes doses dans les 24-48 heures et puis d'adapter en fonction de l'insuffisance rénale. Des interactions qui peuvent être associées, d'un nouvel outil qui est présent depuis peu, qui est proposé pour le calcul de dosage des antibiotiques en situation d'obésité. Et depuis cette année, vous avez bien dû le percevoir, de s'adapter à la pénurie d'antibiotiques avec des difficultés parfois pour les patients de récupérer les antibiotiques qu'on leur a prescrits lors de leur sortie du service. Donc la chirurgie, une slide très simple, mais juste remettre les critères d'indication chirurgicaux qui sont l'insuffisance cardiaque, l'infection non contrôlée, en cas de prévention d'accident embolique, c'est-à-dire des patients qui ont des végétations qui vont être supérieures à 10 mm, avec un embole ou supérieur à 15 mm. Ça nécessite toujours une évaluation pluridisciplinaire, comme je vous l'avais dit, et on se pose de plus en plus la question d'une chirurgie précoce qui permettrait de diminuer le risque d'embole et de diminuer la mortalité en lien avec l'endocardite infectieuse et le risque de récidive. Donc pour la gériatrie, là je ne vais rien vous apprendre, on a un vieillissement de la population atteinte d'endocardite infectieuse avec des valvulopathies qui vont être dégénératives, un matériel associé comme c'était le cas pour mon cas clinique au début, qui va être pacemaker, valve, TAVI, limitation des imageries possibles. Parfois on ne peut pas aller jusqu'à l'ETO chez certains patients. Et le risque de toxicité des antibiotiques à haute dose qui est majoré pour ces patients, d'interaction, d'un retour à un statut fonctionnel antérieur plus compliqué et une chirurgie qui a discuté au cas par cas. Les hospitalisations sont longues, souvent sont encore plus délétères pour ces patients. Donc, on essaye d'avoir un retour à domicile le plus rapide possible. Donc, l'ETO, effectivement, est recommandé à éviter si on a un risque par procédure d'agitation. Il vaut mieux répéter des ETT, discuter ensemble pour voir si on ne peut pas traiter comme tel si on a un doute, plutôt que d'éviter des complications immédiates de cette procédure, avec parfois des sédations qu'on pourrait éviter. Éviter bien sûr les aminosides et privilégier la daptomycine. Et se pose la question de plus en plus de faire des monitorings, parce qu'on sait que les bêta-lactamines à forte dose, il peut y avoir d'autres atteintes, la cristallurie, l'encéphalopathie sur les C3G. Donc, il faut être vigilant et réévaluer l'administration péros sous-cute si on a des infections sous contrôle et on sait que l'accès veineux va être pauvre, compliqué, des patients qui sont agités, confus. Dans ce cas-là, on va être obligé de faire avec. Et là, l'intérêt est là d'en discuter avec à la RCP. Donc les concepts clés, c'est vrai qu'en gériatrie pour l'endocardite, ce sont des patients qui ont des présentations polysymptomatiques, qui ont des allergies, des histoires d'allergies, de suspicions, des polymédications, des traitements anticoagulants. Tout ça, il faut savoir jongler avec les risques d'insuffisance rénale qui sont majeurs. Donc pas hésiter à rediscuter avec l'infectiologue de la posologie qu'on souhaite mettre en place, les limitations d'examen invasif possibles en fonction de l'état général et peser toujours la balance bénéfice-risque d'un examen complémentaire à envisager. Donc le retour à domicile, brièvement, vous avez cet article qui est très bien pour les modalités d'utilisation des antibiotiques par voie intraveineuse au domicile avec ces fameux diffuseurs qu'on utilise de plus en plus. Je vous dirais, faites attention à la température. Là, on va arriver sur des périodes estivales avec des températures de maintien qui sont différentes. Il va faire 30 degrés chez les patients. Donc, il faut toujours réfléchir et vous aider de ce guide pour optimiser au mieux la diffusion des antibiotiques, de la co-administration des médicaments sur la même voie veineuse et d'utiliser des prestataires, des IDE experts avec lesquels vous êtes habitué à travailler ou les infectiologues sont habitués à travailler, qui savent utiliser ces antibiotiques et pour lesquels vous ne serez pas pris à défaut sur des mauvaises exécutions de prescription. Et toujours essayer de voir s'il n'y a pas une consultation de contrôle qui est envisagée pour ces patients à la fin du traitement afin de réévaluer si tout a été fait comme il le fallait.
Les pistes actuelles, c'est la bithérapie, Péros pour les endocardites du cœur gauche. On se pose la question de plus en plus si on a une évolution rapidement favorable pour les 2 dernières semaines de traitement, mais c'est vraiment pas fait de façon généralisée. Et l'antibiothérapie suppressive, voilà, je voulais juste vous parler brièvement de la dalbavancine que vous voyez de plus en plus pour les infections ostéo-articulaires, qui montre dans certaines études une efficacité sur les bactériémies Staphylococcus aureus, mais qui est utilisée prudemment. Et c'est vrai qu'en voie de recours, pour certains patients, on va l'envisager en relais au bout de 14 jours, peut-être pour des patients qui ont des endocardites infectieuses, pour s'assurer d'une durée d'antibiothérapie suffisante. Donc, en conclusion, l'échographie cardiaque est toujours à faire au moindre doute d'endocardite infectieuse, toujours partir sur le TT et puis discuter rapidement de voir si on peut faire une ETO. J'ai dit d'éviter l'analyse trop scolaire des critères DUC. Maintenant, il faut s'en affranchir, se baser si possible sur l'infectiologue et sur les RCP endocardite. La pertinence de l'IRM cérébral peut être vraiment importante pour envisager et confirmer un diagnostic d'endocardite si vous n'avez pas d'autres moyens. Et éventuellement rechercher des complications possibles ou éviter des complications sous les traitements anticoagulants. Et le PET scanner a de plus en plus sa place pour certains patients. Moi, j'ai tendance à demander rapidement sur les valvulopathies en attendant l'ETO et à l'annuler dans un second temps si je vois que j'ai tendance qu'il y a toujours ce problème des délais. Hein. C'est vrai que parfois on a des délais de 3 semaines, ce qui nous amène à la fin de l'antibiothérapie. Les indications PROS sont très limitées pour l'instant, elles sont dans une situation bien définie en RCP. On essaie de plus en plus des RD anticipés pour ne plus garder les patients 4 semaines dans le service le temps de faire le traitement. L'antibiothérapie suspensive peut être envisagée dans certains cas où on aurait voulu faire une chirurgie cardiaque mais on n'a pas pu le faire. Et comme je vous disais, solliciter la team endocarditis dès qu'on peut. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Super, Léo. Merci beaucoup. Il nous reste Merci un petit beaucoup. peu de temps. Nathalie, je te laisse prendre le Oui, relais. donc on a déjà une question du public qui nous demande en cas de suspicion clinique forte avec des hémocultures positives chez un patient avec une valve native et sans matériel, une ETT peu contributive ou normale et qui a un risque à faire une ETO ou qu'elle n'est pas accessible facilement, est-ce que le PET scan doit être utilisé pour infirmer ou confirmer le diagnostic au vu de ses performances diagnostiques, justement? Moi, effectivement, quand je vois que je ne peux pas faire de TO, je vais demander un TEP scanner. Après, c'est toujours la question du délai. Si le TEP scanner, on va malheureusement l'avoir au bout de 3 semaines, 3 semaines et demie, c'est vrai qu'on va avoir peur d'avoir refroidi le foyer de fixation, même si on peut toujours voir quelque chose. Et disons qu'il n'y a pas de règle, parce que il y a des patients pour lesquels j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je sais que le Théo va mettre en difficulté le patient sur la réalisation de l'acte, que ça risque de toute façon de ne pas être contributif. Je suis à 3 jours de prise en charge. Je vais faire un TEP scanner pour confirmer le diagnostic sur un critère d'imagerie qui sera différent, parce que moi, je sais que le TEP scanner à Clermont-Ferrand, il est plus accessible. Mais ça dépend du contexte et c'est vrai que je dirais que c'est au cas par cas à discuter avec Lune Clarisse s'il peut avoir des créneaux d'urgence. Alors, je peux rebondir sur une question du PET scanner. Oui. Alors, c'est vrai que sur nous, sur Grenoble, c'est peut-être plus accessible. Il y a des centres périphériques comme Annecy, Chambéry, peut-être plus complexes, avec pareil, des indications de réalisation d'examens complémentaires aussi difficiles. Enfin, faire 2 fois des ETT ou une ETO à la place. En gériatrie, on est confronté à cette problématique-là, l'échogénicité aussi chez certains patients. Donc, souvent, on a tendance à traiter peut-être trop nos patients âgés avec des antibiotiques. Le relais Péros, par contre, est beaucoup plus précoce souvent. Alors après, est-ce que c'est local ou est-ce que c'est sur une recommandation? Je ne sais pas ce que tu en penses, justement, ces fameux relais. Moi, les relais, après, quand c'est des streptocoques qui sont bien définis, que j'ai une sémie, que je peux voir que je peux faire un relais avec de l'amoxicilline et que, enfin, moi, ça me pose pas de problème. J'essaie de faire 14 jours en général d'IV si je peux, mais ça me pose pas de problème, surtout si je sais que je pourrais pas aller plus loin sur le traitement intraveineux. Mais c'est vrai que c'est très, très centre dépendant, ça, par contre. Ouais, et puis avoir l'accessibilité avec des prestataires, des fois, c'est particulier. Avoir le suivi Oui. des patients, tu l'as évoqué, très complexe. Arriver à faire revenir des gens, à les fidéliser aussi à ce suivi, qui est parfois mixte. Hein. Est-ce qu'on fait que de l'infectiologie? Est-ce qu'on fait du suivi gériatrique aussi?
Ça dépend aussi des compétences du professionnel qui a pris en charge le patient, parce que vous ne gardez pas non plus toutes les endocardites. Moi, je reviens juste au staff et RCP. Alors, comment tu te positionnes, toi, maintenant que tu es un peu sensibilisé à la gériatrie avec la JG, dans tes décisions? Est-ce que ça a un impact? Comment tu évalues ton patient âgé, justement, dans ces décisions? C'est vrai que nous, on travaille quand même beaucoup avec l'équipe mobile de gériatrie au CHU. Quand on est en difficulté sur un patient qui est un peu entre deux en autonomie, on a tendance à faire intervenir l'équipe mobile de gériatrie. Mais sinon, j'essaie d'évaluer son autonomie, sa possibilité de garder les traitements au long cours, l'observance et surtout comment enfin, la chirurgie, je dirais que c'est encore une autre question parce qu'après, il va y avoir l'anesthésiste qui va se rajouter par-dessus et c'est souvent le critère limitant quoi qu'il arrive. Et le chirurgien, hein, notamment le chirurgien qu'on pousse nous un petit peu à opérer. Mais on voit en 4 ans de RCP, 5 ans, même 5-6 ans de RCP, qu'ils ont de plus en plus tendance à nous écouter et à prendre des décisions qui sont vraiment collégiales. Alors, toujours par rapport à ça, est-ce que les rendus qu'on vous propose, ça suit un petit peu les rendus d'oncogériatrie? C'est-à-dire, ça suit un peu un schéma standardisé avec à la fin, voilà, une définition de notre patient, un robuste, fragile, dépendant. Et là, après, en fonction des comorbidités, on vous dit, allez, pronostic de survie à 1 an, on propose plutôt ça. Pronostic de survie à, je sais pas, 6 mois. On est d'accord, on est sur cette Ouais, nous, stratégie. oui, oui. Alors après, nous, on a rarement les pronostics de survie quand même. C'est vrai que on n'a pas un pronostic de survie direct qui est envisagé, mais on reste plutôt sur du robuste, voilà, faible, où euh, on n'a pas ce type de compte rendu. D'accord. Alors, je sais pas, c'est d'autres Du coup, il y a questions. une autre question qui vient de tomber en disant parfois même en étant gériatre, on aurait tendance à orienter vers une ETO car une confusion est traitable et contrôlable. Le patient est préfragile ou fragile mais peut supporter l'examen. Comment aider à trancher sur la nécessité de faire ou non cet examen face au cardiologue? Ah oui, c'est toujours la difficulté d'arriver à se convaincre et convaincre le radiologue. La confusion, elle est traitable, effectivement, mais moi j'ai eu quelques cas de patients où, à force d'avoir anticipé un peu le TO avec des traitements qui avaient été prescrits, on s'est retrouvé avec des patients qui étaient limite indication en réanimation. Et c'est vrai que maintenant que j'ai l'avantage d'avoir ce TEP scanner à portée de main, j'ai plutôt tendance pour ces patients à leur faire passer le TEP scanner plutôt plutôt qu'inciter sur une ETO où on a parfois quand même des délais qui sont de 7 jours et le TEP scanner, on peut discuter, avoir un délai aussi de 7 à 10 jours et traiter comme tel en attendant, surtout s'il est fragile et qu'on sait qu'il n'y aura pas de décision chirurgicale derrière. Moi, j'ai juste une petite question. Quand tu parlais du monitorage des bêta-lactamines, en pratique, c'est quoi exactement? C'est par dosage? Ça se fait Ouais, à quel moment? exactement, c'est par dosage à voir avec le centre de pharmaco qui est présent dans le CH. C'est des dosages qui sont faits en résiduel, qu'on n'interprète pas forcément. Même sur la moxicilline, on voit qu'on a des difficultés. Premièrement, sur est-ce que le résiduel a vraiment été réalisé quand il le fallait parce que entre ce qui a été prescrit et le moment où a vraiment été réalisée l'injection et a été réalisé le résiduel, on a parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures, et donc on ne sait pas très bien quoi en faire, mais ça nous donne toujours une piste pour voir si ben, on considère qu'on est dans des cibles, même s'il n'y a pas encore d'ABAC clairement établi, qu'on peut diffuser comme ça. Parfois, les pharmaciens, eux, de leur côté, ils ont quand même des retours qu'ils peuvent faire. Parfait. Ok. Eh ben, merci beaucoup, hein. C'était très clair et De très rien. pratique. Merci beaucoup, Léo.